Voilà. Donc, je connais certains d'entre vous, donc je suis sociologue indépendant, je travaille sur les questions de transition écologique dans les bâtiments depuis un peu plus d'une dizaine d'années, beaucoup sur la rénovation énergétique. Et donc, voilà, après une décennie de travail sur ce sujet, j'ai eu l'opportunité de publier un article un peu de synthèse sur les acteurs de la rénovation énergétique, leur positionnement. Donc, c'est un article qui a été publié sur le site de Leroy Merlin Source, qui est le réseau de recherche de Leroy Merlin. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne. C'est pas vraiment un article scientifique à proprement parler. C'est plutôt, on va dire, un point de vue d'experts engagés. Alors, ça s'appuie sur des enquêtes de terrain, les miennes, celles d'autres sociologues. Vous avez peut-être aperçu Viviane Hamon à l'image, donc je m'inspire aussi de ses travaux. Mais également, j'ai mobilisé des matériaux non publiés. Ça peut être des notes de réunion, des échanges informels que j'ai pu avoir avec des acteurs. Donc voilà, ce n'est pas des résultats définitifs que je vais vous présenter, c'est plutôt des pistes de réflexion, de débat. Hein. Le but, c'est de pointer des problèmes non résolus, des opportunités, puis évidemment d'en parler ensemble. Et il y a un temps d'échange qui est prévu pour ça. Et donc, vous pourrez compléter les analyses, réagir si vous êtes en accord ou en désaccord avec certains de mes propos. Voilà. Et puis peut-être deux mots sur le titre, qui n'est pas forcément explicite pour tout le monde. Le grand jeu social. Hein, pourquoi parler de grand jeu social? C'est un petit jeu de mots, parce que un peu tout le monde sort le grand jeu sur la rénovation énergétique, sort son grand jeu, prend des engagements, etc. Donc ça, c'est pour le côté visible. Et puis après, le jeu, c'est aussi le jeu social, c'est aussi une référence à la sociologie des organisations, au concept de jeu d'acteurs. Et l'idée qui est derrière, c'est que le comportement des acteurs n'est pas forcément conforme à leur discours et à leur engagement, et qu'il y a toujours un écart entre ce discours et les pratiques. Et donc, c'est important de s'intéresser à cet écart-là, et c'est bien l'objet de cet article. Alors, est-ce que je vais arriver à faire progresser ma présentation? Voilà. Donc finalement, pourquoi dresser un panorama des acteurs de la rénovation énergétique? C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'analyser le parcours des ménages en montrant que sur le sujet, il y a beaucoup d'obstacles, c'est très compliqué pour eux. Mais il ne faut jamais oublier qu'en matière de rénovation, les ménages, finalement, ils ont des marges de manœuvre assez réduites, et parce qu'elles sont conditionnées par une offre, parce qu'il y a la prescription, les effets de prescription des acteurs professionnels. Et donc, moi, j'avais envie de me situer à une autre échelle d'observation pour comprendre vraiment le positionnement de tous ces acteurs professionnels qui gravitent autour des ménages. Peut-être deux remarques sur ces acteurs et qui expliquent une certaine inertie. D'abord, ces acteurs, ils ne sont pas organisés autour d'un marché unifié. Le marché de la rénovation énergétique, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Ils ne sont pas organisés en une seule filière qui serait coordonnée, et ce n'est pas non plus un écosystème qui s'autorégulerait, même si il m'arrive bien souvent d'employer ce terme d'écosystème. Non, pour moi, je préfère parler justement de système d'acteurs, qui est une notion empruntée à la sociologie des organisations. Alors pourquoi utiliser cette notion? C'est pour insister sur le fait que c'est un système d'acteurs ouvert, donc qui intègre un très grand nombre d'acteurs, vous le voyez sur le schéma. Et puis c'est aussi pour donner une autre place à l'État qu'on a l'habitude de donner. Hein, on voit souvent l'État, on présente l'État comme une force surplombante. Non, l'État, c'est un acteur parmi d'autres, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Deuxième intérêt de dresser ce panorama, c'est d'aller peut-être au-delà de ce qu'on peut considérer comme étant aujourd'hui un consensus apparent sur la rénovation énergétique. Finalement, aujourd'hui, personne n'est contre
la rénovation énergétique, au moins au niveau national. Mais si on descend au niveau des acteurs de terrain et qu'on adopte cette vision un peu plus proche, un peu plus pragmatique, un peu plus proche du quotidien des acteurs, on voit apparaître des intérêts contradictoires et des contraintes au changement. Et c'est une des choses que je voudrais pointer dans cet article. Et ce consensus n'est qu'apparent parce que, vous le savez, il y a énormément de controverses autour de la rénovation énergétique. Et donc, en fonction des choix politiques qui seront faits, on sait qu'il y aura forcément des gagnants et des perdants parmi ces acteurs. Et donc, ça explique aussi une partie de l'inertie. Donc, ce que je vous propose dans ce propos que je vais tenir, c'est de bien vouloir adopter avec moi cette posture compréhensive qu'on adopte bien souvent en sociologie, qui consiste à ne pas juger les acteurs, mais à les comprendre de leur point de vue. Et donc, ça me paraît, cette posture compréhensive, elle me paraît aussi nécessaire pour vous si vous souhaitez travailler avec eux. Troisième point de cette introduction, sur les enjeux, finalement, les enjeux importants qu'il y a autour de la mobilisation des professionnels, j'insiste, dans toute leur diversité. Très souvent, les politiques publiques, et pendant longtemps plutôt, se sont beaucoup focalisées sur les artisans, alors que vous le voyez sur le schéma, il y a énormément d'acteurs différents qui interviennent dans le parcours de rénovation des ménages. Alors c'est vrai qu'il y a eu du changement ces dernières années avec la charte engagée pour faire, Marie en parlera, on mobilise une grande diversité d'acteurs. Deux enjeux pour moi essentiels à rappeler autour de la mobilisation de ces professionnels. D'abord, c'est faire jouer l'effet levier. On a environ 5 millions de gestes de rénovation par an, mais on a seulement moins de 1000 conseillers faire. Donc, clairement, on ne pourra pas prendre tous les ménages par la main pour les accompagner vers la rénovation globale. Et donc, par contre, on a des opportunités qui sont les 1 million de transactions immobilières par an, et puis, par exemple, les 80 millions de passages en caisse chez Leroy Merlin. Et tout ça, c'est autant d'occasions, de travaux et de conseils en rénovation énergétique, à condition évidemment d'avoir au préalable mobilisé ces acteurs avec lesquels les ménages sont en contact à ces moments-là. Deuxième enjeu fort autour de la mobilisation des professionnels, c'est la question de la cohérence des discours. On aura beau sensibiliser les ménages, les accompagner dans la rénovation énergétique d'un côté, si de l'autre, on a des professionnels qui tiennent un discours négatif ou qui freinent les ménages dans leurs ambitions de rénovation énergétique, ça ne marchera jamais. Et donc, il faut évidemment faire de ces professionnels des alliés. Il faut qu'ils aillent dans le même sens, finalement, que le réseau fer. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer en revue différentes catégories d'acteurs là, que vous voyez dans le schéma. À chaque fois, je prendrai l'exemple d'un groupe professionnel. Je ne pourrai pas tous les faire, évidemment. Je commencerai par des acteurs qui ont commencé à être mobilisés il y a assez longtemps dans la dynamique notamment des plateformes territoriales de rénovation énergétique, donc les artisans, les banques. J'irai ensuite sur des cibles un peu plus nouvelles, les agents immobiliers, les grandes surfaces de bricolage. Et puis, je terminerai sur les ministères, notamment pour voilà, mettre l'État dans ce jeu d'acteurs là. Alors, on commence donc par les artisans et les entreprises du bâtiment. Donc, ils ont évidemment un rôle de conseil très important en maison individuelle parce que les particuliers font directement appel à eux sans intermédiaire dans la plupart des cas. Même si on a des maîtres d'œuvre, on a des architectes, c'est loin d'être la règle générale. Mais pour ces artisans, ces entreprises, orientées vers la performance énergétique, ça ne va pas de soi, parce que la plupart des entreprises sont organisées par corps de métier. Et donc, pour un corps de métier, ça peut signifier prendre un risque commercial d'orienter vers la performance énergétique, parce que ça peut vouloir dire l'orienter vers un autre professionnel, donc par exemple un chauffagiste qui va orienter vers un plaquiste pour l'isolation, et donc d'une certaine manière perdre un client.
ou prendre ce risque-là, ou ça peut vouloir dire également proposer des travaux hors budget. Hein, on va rajouter de l'isolation alors qu'à la base, on voulait simplement changer le chauffage. Et donc là aussi, il y a un petit risque de perdre le client. Deuxième point, le fait que la rénovation énergétique, ça demande une mise en œuvre des chantiers très qualitatifs et une forte coordination entre les différents intervenants. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une situation de déficit de qualité dans les chantiers de rénovation de manière générale. Alors, c'est un constat qui peut faire grincer quelques dents, mais qui se recoupe pas mal. Pourquoi il y a ça? Bon, il y a le recours massif à la sous-traitance, il y a des tendances industrielles aussi où on fait passer les artisans, on les transforme en poseurs. Et donc, ce qui va avec ce déficit de qualité, bah, c'est qu'au final, les résultats en termes de performance réelle ne seront pas forcément au rendez-vous. Et surtout, on va avoir des non-qualités qui vont jouer sur la confiance des ménages. Hein, et donc, ça peut avoir des effets en cascade, que ce soit au niveau d'un territoire, parce qu'il y a des rumeurs, les gens parlent entre eux, ou à un niveau plus large, au niveau médiatique. Hein. On ne va pas faire l'article de ce qui a pu être dit au sujet des offres à 1 euro, par exemple dans les Que choisir ou autres. Donc on voit qu'avec les artisans et les entreprises du bâtiment, le RGE ne se suffit pas à lui-même finalement, et les structures FAIRE le savent déjà. Beaucoup d'entre elles travaillent et ont constitué un réseau d'artisans de qualité pour qui elles vont jouer un rôle de tri et de maturation des demandes des ménages. On peut aussi parler de la montée en puissance des groupements d'artisans, qui est vraiment intéressante, mais qui n'est pas facile à généraliser, parce que c'est un monde professionnel dans lequel l'indépendance a une valeur cardinale. Et puis, on a aussi la question de l'autoréhabilitation, qui est intéressante pour les artisans et les entreprises du bâtiment, même si les fédérations sont assez frileuses sur le sujet, parce qu'elle permet finalement de revaloriser leur intervention, de changer un peu leur méthode d'intervention, leur relation au ménage. Alors, on change d'acteur et on va parler d'un autre acteur qui est les banques. Donc, les banques qui ont pour rôle, évidemment, de financer la rénovation énergétique, mais qui ont aussi de bonnes raisons de ne pas jouer le jeu. Alors, bonne raison, il faut l'entendre, c'est un concept sociologique de Raymond Boudon, il ne faut pas l'entendre sur un plan moral ou sur un plan du jugement, hein, il faut l'entendre comme les raisons du point de vue des banques de ne pas jouer ce jeu de la rénovation énergétique, et notamment autour de la distribution des prêts aidés par l'État, hein, puisqu'on a un phénomène assez chronique de sous-distribution de ces prêts à taux zéro, que ce soit en maison individuelle, où il y en a quand même un certain nombre, mais surtout en copropriété. Ces prêts à taux zéro, ils posent deux grands problèmes aux banques. D'abord, on va demander aux conseillers bancaires de jouer un rôle de vérificateur des pièces, prouvant l'éligibilité des travaux. Or, donc pour les conseillers bancaires, ça va être des produits finalement très complexes, beaucoup plus complexes que ce qu'ils ont l'habitude de proposer comme prêt, hein, puisqu'eux, ils n'ont vraiment pas cette formation de techniciens, ils n'ont pas la culture bâtiment. Et puis, ça va aussi à contre-courant de la tendance actuelle dans le milieu bancaire, qui est plutôt de fermer des agences, hein, et de développer la banque en ligne. Donc concrètement, en fait, on a de moins en moins de conseillers bancaires pour accompagner ces prêts. Deuxième grande raison de la sous-distribution de ces prêts aidés, bah pour les banques, ce n'est pas des produits intéressants financièrement. Alors déjà, il faut savoir qu'ils gagnent très peu d'argent sur l'activité de prêt à cause des taux bas qu'il y a en ce moment, et que leur modèle économique, ce qui leur fait gagner de l'argent aujourd'hui, c'est beaucoup plus la collecte d'épargne. Donc au final, en fait, l'activité de prêt en elle-même n'est pas très intéressante, et d'ailleurs, les banques ont plutôt tendance à déléguer aux courtiers en immobilier, en prêt immobilier, cette activité de constitution de dossiers, etc. Alors vous me direz, bah, pourquoi les banques n'innovent pas?
et ne proposent pas des prêts verts. Effectivement, elles sont contraintes là aussi sur cet aspect-là. Elles ne sont pas en capacité actuellement, en tout cas c'est les discours que j'ai pu entendre, de proposer des prêts qui permettraient de reconnaître la spécificité de la rénovation énergétique, parce qu'il n'y a pas de définition technique unifiée de ce qu'est une rénovation énergétique qui permettrait de réassurer finalement ces prêts, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand les banques octroient des prêts, derrière, elles prennent des assurances en cas de défaillance. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de réassureur qui propose de réassurer des prêts rénovation énergétique. Et c'est dommage parce que aujourd'hui, il y a une vraie appétence des marchés financiers sur l'investissement socialement responsable. Et donc là, il y a des choses à travailler. Alors, pas forcément au niveau local. D'ailleurs, ça se joue sans doute davantage à d'autres niveaux. Malgré tout, quelques signaux encourageants au niveau des banques. D'abord, l'émergence de nouveaux acteurs spécialisés, notamment dans le domaine de la copropriété, où il y a vraiment eu un moment de latence. On ne distribuait plus, il n'y avait plus d'acteurs pour distribuer des prêts collectifs en copro. Il y en a désormais avec Domo Finance, avec des SEM, voilà, comme Énergie de France, qui repropose ce type de prêt. Et puis un autre signal encourageant, ce sont des réseaux régionaux qui s'engagent. Vous avez par exemple la Banque populaire d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a créé une banque de la transition énergétique. Donc voilà, ça marque un engagement. Et puis encore très récemment, cette semaine, j'entendais une pub Sofinco sur une proposition de produits spécifiques sur la rénovation énergétique. Donc, il y a peut-être des choses qui bougent un peu plus en ce moment sur ce sujet des banques. Alors, on va passer maintenant à d'autres acteurs qui sont peut-être plus nouveaux dans la mobilisation sur la rénovation énergétique par le réseau FER. Et notamment les agents immobiliers. Alors, parmi les acteurs de l'immobilier, j'aurais pu aussi aborder les syndics, les structures FER qui sont dans des métropoles travaillent maintenant depuis plusieurs années avec les syndics. J'aurais pu aussi parler des notaires qui sont présents dans toutes les transactions, ne serait-ce que pour des questions réglementaires. Mais là, j'ai préféré me concentrer sur les agents immobiliers transactionneurs, donc ceux qui se charge des transactions immobilières, des ventes, des achats, sachant qu'il y a évidemment des passerelles entre ces métiers, parce que les syndics, les notaires font aussi de la transaction. Les notaires sont très présents au milieu rural notamment. Alors pourquoi s'intéresser à ces transactionneurs? Parce qu'ils sont positionnés à un endroit stratégique, puisque on sait que c'est au moment des transactions que l'on fait le plus de travaux de grande ampleur dans les logements. Et donc, c'est là qu'on a le plus la possibilité d'embarquer la performance énergétique dans les travaux, à condition que le conseil soit donné suffisamment en amont aux ménages. Et c'est tout l'enjeu du travail avec les agents immobiliers, qui ne sont pas forcément faciles à mobiliser sur ce sujet de la rénovation énergétique, parce qu'ils ne sont pas naturellement portés sur ce sujet-là, ils ont plutôt un profil commercial que technique. Quand ils vont prendre un logement, les agents immobiliers, ils ont l'habitude de le mettre en valeur, de souligner ses qualités, plutôt que d'insister sur ses défauts, les travaux à prévoir. Et puis, deuxième élément de contrainte sur la rénovation énergétique pour eux, c'est là encore un risque commercial. Parler de rénovation énergétique, ça ne va pas forcément avec leur enjeu principal, qui est de trouver des mandats et puis de réaliser le plus rapidement possible des ventes, puisque vous savez qu'ils touchent un pourcentage sur le prix des ventes. Donc, parler de rénovation énergétique, ça risque de faire peur à leurs clients, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, et puis ça peut même ralentir le processus. Et en tout cas, c'est ce que nous disent les agents immobiliers quand on travaille avec eux. Mais en même temps, à force de travailler avec eux, on voit qu'il y a, ils peuvent trouver un intérêt à orienter les clients vers la rénovation énergétique, notamment sur ces biens avec gros travaux,
et en particulier dans les territoires où le marché immobilier est peu tendu et donc où il y a un risque que le bien reste dans leur portefeuille pendant longtemps. Et ça, ils n'aiment pas trop, les agents immobiliers. Donc, à quoi ça leur sert à ce moment-là de parler de rénovation énergétique? Bah, vis-à-vis du vendeur, bah, ça va permettre de justifier une baisse du prix du bien, et donc qui sera pour eux plus facile à vendre. Et puis parler de rénovation énergétique à l'acheteur, ça peut aussi l'aider à se projeter dans un bien qui est dégradé. Alors, toutefois, un point à noter, c'est que les agents immobiliers ne sont pas forcément à l'aise dans une posture de conseil très approfondi à leurs clients sur la rénovation énergétique. Ils se sentent plus à l'aise pour apporter un premier niveau d'information et pour orienter assez vite leurs clients sur une structure de conseil en rénovation qui va pouvoir rentrer davantage dans le détail sur le plan technique, sur le plan du financement. Et finalement, les agents immobiliers, ils ont déjà cette habitude de travailler avec un réseau de partenaires, que ce soit des entreprises de travaux, que ce soit des courtiers en prêt, et donc des diagnostiqueurs également. Et donc, l'enjeu, c'est bien d'intégrer leur réseau de partenaires et de tisser des relations de confiance. Les agents immobiliers, c'est un cas intéressant pour cette mobilisation des professionnels parce il y a quelques années, c'était clairement une profession assez réticente sur le sujet de la rénovation énergétique, mais ils sont en train de faire du chemin sous l'effet combiné de démarches d'engagement à la fois nationales et locales. Marie reviendra sur les Green Deals qui ont pu être signés avec des réseaux immobiliers. Et puis, évidemment, il y a eu également des partenariats locaux qui ont été engagés avec certains réseaux, notamment dans le cadre du programme Expereno, et puis plus récemment avec le programme CE Actimo qui a permis d'accélérer véritablement cette dynamique locale. Donc c'est en train de bouger côté agent immobilier également. Alors, les grandes surfaces de bricolage, elles vendent déjà des produits en lien avec la rénovation énergétique. Ils appellent ça le secteur isolé, ventilé, chauffé. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont prescrire la rénovation énergétique aux clients. Ça tient finalement à l'organisation qu'a un magasin de bricolage, vous êtes tous un jour rendus dans un magasin de bricolage, donc vous avez pu constater qu'ils sont organisés en rayons, hein, et donc que ça ne permet pas véritablement d'avoir une approche globale des projets de travaux des clients. Surtout qu'il faut savoir que chaque rayon est un peu organisé comme une mini-entreprise qui suit son chiffre d'affaires au jour le jour, et donc ils ne vont pas forcément passer de temps sur une approche transverse aux différents rayons. Les vendeurs ne vont pas forcément passer ce temps-là. On a certains magasins qui ont pu expérimenter des fonctions de coach projet, mais on voit que les magasins de bricolage ont du mal à installer, à diffuser ces expérimentations parce que c'est peu rentable pour eux, parce que ça suppose souvent une visite à domicile, et ça, ce n'est pas du tout dans leurs habitudes, et puis ça pose des problèmes juridiques, d'assurance par rapport à l'AMO, la maîtrise d'œuvre, etc. Pour autant, la rénovation énergétique intéresse de plus en plus les grandes surfaces de bricolage qui vont chercher, à travers la rénovation énergétique, des relais de croissance dans le développement de nouveaux services. Hein, c'est une des pistes de développement de services. Pourquoi elles ont besoin de relais de croissance? D'abord parce que la vente de produits en tant que telle, ça ne suffit plus, parce qu'on peut aujourd'hui aller acheter ces produits sur Internet. Vous avez peut-être entendu parler des sites comme ManoMano ou tout simplement Amazon qui font concurrence à Castorama et Leroy Merlin. Donc pour ces grandes enseignes, c'est très important de redonner de l'attractivité au magasin en faisant un lieu de conseil pour les clients. Et donc là, elles ont pu, les grandes surfaces de bricolage, accueillir des démarches comme le pop-up réno, où les conseillers faire viennent installer un stand en magasin pour interpeller les clients sur la rénovation énergétique, faire connaître l'espace faire, et puis également expliquer les aides, et donc finalement vont ainsi profiter du flux naturel, si je puis dire, de clients dans ces grandes enseignes.
Un autre relais de croissance que représente la rénovation énergétique, c'est les services de mise en relation des particuliers avec les entreprises que vont offrir les magasins de bricolage. Et donc là, clairement, les magasins de bricolage développent ça depuis plusieurs années, mais se sont engouffrés, vous l'avez constaté, dans la brèche des offres à 1 euro, ce qui a sans doute participé à leur succès. Alors souvent avec une promesse d'un suivi qualité supérieur à ce qu'on pouvait trouver par ailleurs. Je n'ai pas pu vérifier ce point-là sur le terrain. En tout cas, les magasins de bricolage essayent d'offrir vraiment différentes solutions à leurs clients, en leur proposant certes des produits pour ceux qui sont les plus autonomes, mais aussi des formations pour ceux qui ont envie de s'y mettre et de mettre la main à la pâte, et puis également des services d'installation, de pause, pour ceux qui ne se sentent pas de le faire. Quelques mots sur Leroy Merlin. Alors, pas pour leur faire de la pub, mais parce que je connais bien cette enseigne de l'intérieur, puisque je travaille avec eux depuis 10 ans, notamment dans le cadre de conventions de recherche avec l'ADEME, qui ont contribué à rapprocher ces deux organisations qui ne se parlaient pas au début. Et il y a eu un partenariat national en 2017, ADEME Leroy Merlin, qui a permis de faire de la formation à la fois des conseillers et des vendeurs, de créer un guide Leroy Merlin ADEME qui a été distribué aux clients sur les économies d'énergie. Et puis c'est un partenariat qui est en train d'être renouvelé. Leroy Merlin, ils ont aussi signé derrière un partenariat avec l'ANA. Et puis ils sont devenus récemment un opérateur MaPrimeRénov'. Donc vraiment, ils s'engagent sur ce sujet de la rénovation énergétique. Et depuis depuis assez peu de temps, l'habitat durable, c'est un des grands enjeux stratégiques pour l'entreprise. Et donc, ça peut être aussi un point d'entrée pour aller voir les directeurs de magasins de votre territoire. Alors, les ministères, c'est le dernier acteur en tant que tel que je vais aborder. Finalement, pourquoi parler des ministères comme un acteur? Ce qui est intéressant dans cette approche en système d'action, en système d'acteurs, hein, c'est que finalement, ce que je propose, c'est de ne pas considérer l'État comme tout puissant, ni comme un acteur unifié, hein, mais plutôt de considérer le fait que l'État, c'est en fait différentes organisations publiques qui sont chacune des acteurs à part entière avec leurs propres intérêts, hein. Elles ne défendent pas uniquement ou pas seulement un intérêt général, elles ont aussi leur intérêt en tant qu'organisation à défendre, et puis elles ont des marges de manœuvre réelles, mais aussi limitées. Donc je vais vous parler des ministères, j'aurais pu vous parler des agences, hein, de la guéguerre ANA-ADEME, qui est quelque chose qui est un peu consubstantiel sur le sujet rénovation énergétique, même si c'est en train de progresser. J'aurais pu vous parler des collectivités. On sait qu'il y a un flottement un peu sur l'échelon responsable de la rénovation énergétique dans le millefeuille territorial, mais je vais plutôt zoomer sur les ministères, et notamment sur le ministère de l'écologie, puisque c'est celui dont relève principalement finalement la politique de rénovation énergétique, et on a des objectifs ambitieux que vous connaissez tous par cœur, qui sont affichés depuis des années et qui pour autant ne se concrétisent pas, ou en tout cas ont du mal à se concrétiser complètement. Alors pourquoi? Premier élément d'explication qui est lié au fonctionnement de ce ministère, qui est notamment marqué par un renouvellement très fréquent des ministres. Ça ne vous a pas échappé, hein, j'ai fait le compte, 11 ministres différents depuis le Grenelle de l'environnement, hein, donc grosso modo, ça fait un ministre par an. Et du coup, chaque ministre va vouloir faire son coup, hein, et obtenir des résultats rapides, c'est-à-dire pouvoir afficher des chiffres. Et afficher des chiffres, ça ne veut pas dire forcément un progrès sur le long terme. Donc, c'est peut-être ça qui peut expliquer aussi la politique des offres au coup de pouce à 1 euro. Deuxième élément d'explication, lié au fait que cette prise de décision en matière de politique de rénovation énergétique, elle est en réalité à cheval entre plusieurs ministères.
hein. Il y a le ministère de l'écologie, mais il y a aussi le ministère du logement, il y a le ministère des finances, notamment pour les aides, et puis il y a même la justice pour la copro. Il peut y avoir aussi le ministère de la cohésion des territoires pour tout ce qui est grand programme de rénovation des ensembles urbains. Et donc, le fait que ce sujet soit un peu entre des ministères fait qu'il y a une compétition entre les ministères autour de ce sujet. Chacun va vouloir faire valoir son enjeu propre. Alors, ça peut être la dette publique, ça peut être les emplois, par exemple. Et au final, on va devoir s'en remettre à des arbitrages au niveau du Premier ministre, par exemple, qui ne vont pas toujours être favorables à la rénovation énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a des lobbies qui ont des accès directs au cabinet du Premier ministre et donc qui vont finalement court-circuiter le travail fait par les ministères. Et puis on a dans la décision de politique publique en France vraiment une prédominance du ministère de l'économie, hein. Il y a une expression, on dit à la fin, c'est toujours Bercy qui gagne, hein. Et donc ça peut aussi être défavorable finalement à une politique ambitieuse en matière de rénovation énergétique. Alors face à ces écueils, on peut souligner l'action du plan bâtiment durable qui fait ce que j'ai appelé de la gouvernance en réseau, hein, et donc qui cherche à maintenir le dialogue avec un grand nombre d'acteurs. Et son action a finalement permis ces dernières années de mettre beaucoup de sujets d'avant-garde à l'agenda politique, mais en même temps, ses moyens financiers sont limités et son poids politique l'est aussi, hein. Et donc, au final, ce qu'on voit, c'est que sur la rénovation énergétique, on a beaucoup de sujets fondamentaux qui ne sont pas tranchés par les pouvoirs publics, hein. Et cette absence de visibilité-là, elle a un effet sur les professionnels, c'est qu'elle ne leur permet pas de développer des stratégies de long terme, hein, parce que finalement, il y a une instabilité constante de la politique publique. Un seul exemple, c'est le sujet de qu'est-ce qu'on appelle de la rénovation énergétique. Est-ce que c'est une intervention globale pour atteindre un niveau BBC ou est-ce que ce sont des interventions monopostes ou encore est-ce que ce sont des bouquets de travaux, hein. Et puis, bon, là-dessus, vous avez en ce moment la polémique autour de la loi climat. Est-ce qu'on peut appeler un bâtiment performant quand il est en DPEC ou D? Voilà encore un exemple de cette indétermination qui freine finalement les acteurs dans leurs ambitions sur le sujet de la rénovation énergétique. Alors, j'en arrive à la fin de ma présentation. Quelques mots de conclusion. Évidemment, le panorama que je vous ai présenté, il n'est pas du tout exhaustif. J'aurais pu mentionner d'autres acteurs. Il y en a qui figuraient dans le schéma, mais il y a aussi les diagnostiqueurs, les opérateurs ANAL, les délégateurs CE, les assureurs, et vous pourrez peut-être en rajouter d'autres. Donc, un système d'acteurs très large. Et encore, on parle ici que du logement privé. Il y a, si on ajoute le tertiaire, c'est encore d'autres acteurs qu'il faut mobiliser. S'il y avait finalement un seul message à retenir de cette présentation, c'est que pour faire monter en puissance la rénovation énergétique, il ne suffira pas d'accompagner les particuliers et de former les artisans. Il est nécessaire de mobiliser beaucoup plus largement, le plus largement possible, l'ensemble de ces acteurs qui interviennent dans la chaîne de prescription de la rénovation énergétique auprès des ménages. Et pour cela, pour les mobiliser, à mon sens, il faut dépasser l'affirmation d'objectifs politiques très ambitieux, hein. Ça ne suffira pas à entraîner les acteurs. Il faut mettre en place et développer une véritable stratégie partenariale. Et donc ça veut dire plusieurs choses, ça a plusieurs conséquences. Ça veut dire d'abord prendre acte du fait que pour les acteurs de la rénovation, aller vers la performance énergétique, prescrire cette performance, ça ne va pas de soi. C'est une innovation, hein, qui se heurte à des intérêts en place, même s'il est possible de trouver des convergences d'intérêts. Donc il y a un travail à faire avec eux qui prend du temps. Et pour faire ce travail, il faut accepter de travailler avec ceux qui ont envie d'avancer, hein, et donc de ne pas mettre tous les acteurs d'une même catégorie sur le même plan.
Et c'est en travaillant avec les plus motivés qu'on va pouvoir identifier les conditions dans lesquelles faire avancer les autres acteurs et créer un effet d'entraînement. Donc ça veut dire que souvent, derrière ces partenariats, il y a des histoires de personnes et ça interroge évidemment la neutralité, la posture de neutralité de l'intervention publique vis-à-vis du marché. Autre point et dernier point, c'est peut-être les conséquences, pour les espaces verts, parce que si ces partenariats peuvent être initiés au niveau national, pour être efficaces, ils doivent aussi, se nouer à un niveau local et donc là, évidemment, les espaces verts ont un rôle à jouer, les porteurs associés, dans le cadre du programme SAR. On a aussi des programmes CE qui aujourd'hui se consacrent à développer ces relations avec le système d'acteurs. Mais il ne faut pas négliger le changement de posture que ça représente pour les conseillers en rénovation, qui avaient plutôt l'habitude de s'adresser à des particuliers en leur donnant des conseils techniques et économiques. Et là, les structures, on leur demande d'aller mobiliser ces professionnels. Donc c'est déjà un changement de culture qu'on pourrait résumer de manière grossière en disant une ouverture au privé. C'est aussi de nouvelles compétences et on voit dans les structures que ça passe par l'embauche de nouveaux profils qu'on n'avait pas avant, mais c'est aussi des moyens, hein, parce que des moyens à mettre en face de cet enjeu de la mobilisation des professionnels, parce qu'il faut que les structures puissent traiter cette mobilisation comme une activité à part entière. Il y a déjà des relations qui ont été initiées localement, mais il est essentiel aujourd'hui que les dispositifs de financement soient pérennisés, soient amplifiés, hein, pour continuer ces relations qui ont été initiées sans temps de latence entre les différents dispositifs. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans le cadre de cette présentation, et puis on a un temps pour échanger à partir de vos questions. Bien, merci Monsieur Brispierre, merci beaucoup. Peut-être avant de passer aux questions, est-ce qu'on fait le petit sondage Oui, bien sûr. qui était prévu? Alors, Un on va vous... sondage, donc l'idée c'est de recueillir un peu votre état d'avancement par rapport à ces différentes catégories de professionnels. Donc la question, votre structure a-t-elle mené des démarches partenariales locales avec les acteurs suivants? Et donc on a listé les différentes catégories. Voilà, donc à tous les participants, normalement, vous avez une petite fenêtre avec le sondage qui est apparu. On vous invite à cliquer. On va laisser une petite minute et puis... Ça monte, ça monte. Il n'y en a plus que 10 d'entre vous qui n'ont pas encore répondu. On peut arriver au maximum. Bon. Ok, allez, je mets fin au sondage. Je vous partage à tous les résultats. C'est très intéressant. Je vais d'ailleurs faire une capture d'écran. Hop. Notamment, bah voilà, c'est vrai qu'on voit que les artisans, les entreprises du bâtiment sont la cible qui a été jusqu'à présent la plus mobilisée. D'ailleurs, c'est en réponse à l'orientation donnée par les politiques publiques nationales. Voilà, et du coup, on voit que les grandes surfaces de bricolage, par exemple, n'ont été mobilisées que par une structure sur 5.
Et si je prends la partie immobilier, alors on a dû regrouper parce qu'on avait la possibilité que de faire 10 modalités de réponse. Mais je parie que dans ces 44%, il y a surtout des syndics de copro et peut-être beaucoup moins d'agents immobiliers et de notaires. Donc voilà, c'est aussi l'idée de se dire qu'il y a une diversité d'acteurs et qui méritent tous une attention sur la rénovation énergétique. Après, je peux peut-être répondre à quelques questions. Oui, tout à fait. Si je me permets juste, on avait quand même 11 réponses, je crois, autres. Donc peut-être n'hésitez pas, pour ceux qui ont répondu autres, si vous voulez mettre dans le chat Oui, quel type d'acteur vous avez travaillé. Ce sera ouais. intéressant pour compléter les réponses. Et puis pendant ce temps-là, on va donc prendre quelques questions. Donc on a eu une première série de questions sur les prêts à T0, les prêts verts. Alors des questions qui sont parfois des remarques ou des commentaires. La première était prêt vert, il y a le coprêt à taux zéro avec un point d'interrogation. C'est différent, effectivement. Ce qu'on appelle prêt vert, ce sont des prêts qui ne sont pas aidés par l'État, mais qui sont des prêts qui sont destinés à financer des investissements verts et qui, de ce fait-là, permettent d'avoir une valorisation sur le marché, mais qui n'ont pas forcément une subvention derrière. Voilà, il n'y a pas d'argent public derrière. Ok, une deuxième question qui était peut-être plutôt une remarque qui précisait qu'en Occitanie, nous avons les prêts de l'AREC depuis janvier 2021. Si ça appelle un... Non, pas spécialement de commentaires là-dessus. Ensuite, une remarque aussi qui dit que les banques ne perdent pas vraiment d'argent avec les éco-PTZ, vu que l'État leur rembourse les intérêts d'emprunt. Disons plutôt qu'elles n'ont rien à y gagner et qu'elles ne sont pas altruistes. Bon, Alors ça, c'est une question très intéressante de par sa chute et du terme altruiste. Donc effectivement, justement, la proposition ou l'approche que je vous ai proposée consiste à considérer les acteurs par rapport à leur intérêt plus que par rapport à leur valeur. Donc c'est un état d'esprit que je vous propose d'adopter parce qu'il a une certaine efficacité pour comprendre le monde économique, ce qui ne veut pas dire pour autant que les personnes qui travaillent dans des banques ou dans des agences immobilières n'ont pas de valeur et que justement ne sont pas altruistes et que parmi elles, sans doute que justement, on va en trouver qui seront assez volontaires pour travailler sur ces questions écologiques, on va dire de manière large, et pourront être des alliés privilégiés pour ensuite faire évoluer l'acteur dans son ensemble et trouver des convergences d'intérêts qui ne sautent pas aux yeux. Voilà, donc je réponds plutôt sur ce terme d'altruiste. Ensuite, une question remarque, encore une fois, en vous écoutant, il n'y a que les conseillers FR qui parlent des actions de rénovation énergétique. Alors oui, les ménages ne parlent pas vraiment de rénovation énergétique, ils parlent de faire des travaux, ça c'est sûr. Les professionnels, si certains parlent de rénovation énergétique, ils parlent rarement de rénovation énergétique globale et performante. Hein, et donc c'est sur cette ambiguïté-là. Donc oui, ce sont aujourd'hui les pouvoirs publics et les conseillers FR qui poussent la rénovation énergétique globale et performante. Alors, ensuite, on a un point sur la présence de conseillers également expérimentés en centre commercial, donc action dans le cadre de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Quel retour positif et négatif sur l'efficacité de ce type d'action? Oui, alors peut-être que quand Audrey dit centre commercial, elle fait sûrement référence au GSB, aux grandes surfaces de bricolage. En tout cas, je vais entendre la question comme ça. Ce qu'on observe, c'est que ça permet d'avoir un contact et d'augmenter la notoriété
de l'espace fer avec un nombre non négligeable de ménages, tout simplement parce que c'est des lieux qui drainent un flux important de particuliers qui sont concernés par le sujet des travaux. Ouais, je disais 80 millions de passages en caisse par an pour Leroy Merlin. J'ai vérifié le chiffre en préparant cette présentation, donc c'est pour donner quand même un ordre d'idée du flux. Et puis deuxième élément de réponse, l'efficacité, il faut aussi l'entendre du point de vue justement de la mobilisation et de la formation, de la sensibilisation des vendeurs dans ces grandes surfaces de bricolage. C'est-à-dire que la présence sur place de conseillers fer, un samedi par exemple, va amener à des interactions, à des échanges avec les vendeurs. Et du coup, ces vendeurs vont ensuite potentiellement pouvoir orienter les clients vers l'espace fer, même quand l'espace fer ne sera pas présent dans la grande surface de bricolage. Donc il y a aussi cet effet-là qui est non négligeable. Alors justement, Gaëtan, on a un petit témoignage là de quelqu'un qui a commenté, de monsieur Frédéric Bleus, qui dit qu'il y a eu un essai avec Leroy Merlin sur un samedi à Lorient, et qui finalement, il n'y a eu que 3 ménages conseillés malgré la foule du samedi, donc décevant pour cet espace pair qui n'a pas poursuivi l'opération. Alors, je vous invite à vous reporter au site Pop-up Réno, où vous trouverez un peu à la fois le matériel et puis un certain nombre de retours d'expérience. Il y a eu beaucoup de stands mis en place à travers la France. Donc, évidemment, ça ne marche pas toujours, mais il y a quand même une belle dynamique autour du Pop-up Réno. Je me permets d'intervenir aussi là. C'est vrai qu'on a eu sur les retours dans les grandes surfaces de bricolage des différentes stratégies, en fait, toutes bêtes, comme le positionnement dans le magasin. Est-ce qu'on est dans un rayon? Est-ce qu'on est à l'entrée du magasin? Enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi des retours qu'on essaie de vous centraliser petit à petit et qui font la différence. En fait, c'est la façon dont c'est mis en place avec le magasin qui joue beaucoup là-dessus. Et puis, j'ai vu aussi que du coup, Audrey avait complété sa question par rapport aux centres commerciaux et qu'elle disait que c'était les deux, donc pas uniquement les grandes surfaces de bricolage, mais personnellement, j'avoue que je n'ai pas trop de retour en tête par rapport à des centres commerciaux plus classiques. Ok. La question suivante de M. Jonathan Curie. En complément de l'exemple des GSB, les négoces et les fournisseurs de matériaux sont des acteurs clés associés, dans la mesure où ils représentent un lieu de rencontre entre artisans, formation possible, information sur les aides, etc. Oui, tout à fait. J'en parle dans mon article, mais je ne l'ai pas développé ici. C'est vraiment un lieu de socialisation majeur pour les artisans. C'est souvent un lieu de formation même. Voilà, donc tout à fait d'accord avec Jonathan. Ensuite, l'intervention de M. Mathieu Leduc. Quel levier pour mobiliser les syndics dans la durée? Je travaille pour une ALEC. Nous avons de réelles difficultés à les garder sous tension. Oui, il y aurait beaucoup à dire sur les syndics. Quel levier pour mobiliser les syndics aujourd'hui? Peut-être si je devais donner un argument, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est le sujet de l'ubérisation. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, les syndics sont critiqués, mais ça, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives qui se développent sur Internet, etc. Donc, la question de la satisfaction des clients, de la fidélisation des clients, elle est en train de se poser vraiment pour les syndics. Elle ne se posait pas forcément il y a quelques années parce qu'il y avait un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Voilà, et donc effectivement, la rénovation énergétique, c'est une manière d'apporter une vraie valeur ajoutée à des clients en copropriété qu'un site internet et une relation à distance ne pourra pas apporter de la même manière. Mais il y a sans doute plein d'autres choses à dire. Donc on va encore prendre quelques questions, on a jusqu'à 15 heures je pense à peu près. Monsieur Frédéric Bleus, encore une fois, l'assurance décennale n'est-elle pas aussi un argument à la non-qualité de la mise en œuvre en protégeant le mal fait seulement identifiable des pairs et rarement par le ménage? Je comprends qu'à moitié cette question. Pour moi, l'assurance décennale, ça relève du neuf, mais je fais peut-être une erreur.
Ensuite, ce qui pose problème, c'est que dans les chantiers, il y a très peu de contrôle qualité et le ménage est souvent en position d'infériorité vis-à-vis de l'entreprise et finalement, on n'a pas forcément les moyens de contrôler la qualité de la mise en œuvre au moment de la livraison. Et puis, s'il repère des points de non-qualité, n'a pas forcément de moyens de pression pour faire revenir l'artisan. Et voilà, donc il y a un déséquilibre dans le rapport de force, à mon sens. Ok. Ensuite, donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont publié des compléments par rapport à la question sur les autres types d'acteurs, donc des associations locales, des groupements d'entreprises, des associations de consommateurs, des organismes de qualification. Voilà, bon, ça complète un petit peu l'information. Et puis, je vous propose de passer à la dernière question, donc de Sophie Rousset. Bonjour, avez-vous analysé les dynamiques des groupements d'entreprises et des offres groupées de compétences que vous avez évoquées lors de votre intervention? Nous avons essayé en Bourgogne-Franche-Comté de lancer une dynamique sur quelques territoires, mais les résultats quantitatifs n'ont pas été significatifs en nombre de groupements et de chantiers réalisés. Bah oui, enfin non. Déjà, c'est pas quelque chose sur lequel moi j'ai pu travailler en détail. Voilà, on pense notamment au dispositif d'Aurémy. Mais effectivement, les retours moi, que j'ai pu avoir et collecter en ce qu'on appelle en seconde main, donc de manière indirecte, vont dans votre sens. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un groupe d'artisans qui se constitue, mais la montée en puissance derrière et la pérennisation est difficile parce que la structuration des professionnels du bâtiment est telle qu'il y a, voilà, il y a une atomisation et c'est difficile de maintenir et de supporter les coûts de la structuration à plusieurs. Ok, je crois qu'on a abordé toutes les questions. Il y a une dernière question qui est arrivée, mais je ne suis pas sûr que ce soit une question. Retour de professionnels, quelques-uns prennent en compte la rénovation globale, priorité sur l'isolation, mais les particuliers parlent en priorité de la PAC. Alors j'imagine la fin de la phrase, c'est suite aux médias et télé. Quid des médias peut-être, j'imagine, plutôt que quiz des médias. Est-ce qu'il y a un rôle des médias à jouer dans ces questions? Oui, je le pense très sincèrement. Le sujet de l'énergie en France est abordé principalement à travers de la production. Là, je parle du discours médiatique, du discours public. On parle du nucléaire. Est-ce que les ENR vont remplacer le nucléaire? On parle moins souvent, mais de plus en plus de la rénovation énergétique, et tant mieux. Et merci à la Convention citoyenne qui a vraiment mis le sujet sur le devant de la scène. Mais le discours est très brouillé, il me semble, voilà, sur qu'est-ce qu'on appelle rénovation énergétique. Donc voilà, il y a de quoi faire un c'est pas sorcier sur le sujet, à mon avis, et plus encore. Ok, eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette première partie de la présentation. Et puis je laisse la parole à Marie-Gracia du